Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au CSS 3. Donc, dans la première vidéo, nous avons vu comment placer du CSS au sein d'une page HTML. Dans un premier temps, le placer directement sur une balise HTML avec l'attribut de style. Ensuite, nous avons appris à mettre ce CSS tout simplement dans une balise style dans l'entête de la page et nous déclarons les éléments à la syntaxe du CSS. Ensuite, nous avons appris tout bonnement à exporter notre code CSS dans un fichier dédié à ça, au format CSS, et nous avons lié notre feuille de style à notre page web HTML. Donc, comme promis, nous allons voir un petit peu plus au niveau des attributs. Donc déjà pour les sélecteurs, les balises HTML, généralement vous les connaissez, vous avez votre document. Pour les identifiants, généralement c'est vous qui les mettez, donc à partir de là vous les connaissez. Et les classes, mais c'est pareil, vu que c'est vous qui les mettez dans votre document, donc forcément là aussi vous les connaissez. Donc jusque là, il n'y a pas de truc à apprendre si ce n'est que la syntaxe. Le sélecteur, les accolades, les points-virgules et les deux points à la place des égales. Voilà, il n'y a que ça vraiment à retenir pour le moment. Donc maintenant on va commencer justement à avoir des mots-clés du langage, donc ce qu'on va appeler les attributs. Et ces attributs, on peut trouver plusieurs documentations qui vont nous les donner. Et après, il y en a d'autres un petit peu qui sont plus évidents. Ça reste pareil comme le HTML, des fois il y a des mots un peu anglais, de toute façon c'est toujours anglais, qui permettent, si vous avez des notions en anglais, de très vite retrouver le mot-clé en fait, entre guillemets, de ce que vous avez besoin, quoi. Par exemple, vous avez besoin de mettre en couleur, color. Le nom de la couleur, c'est pareil, c'est en anglais. Donc d'ailleurs, on va faire un petit passage sur cette histoire de couleur, dans un premier temps. Donc je vais me créer une balise au-dessus. Donc je réexplique pas, ça suit, la feuille de style est toujours liée à ma page index, ça n'a pas changé. Donc, qui va être tout simplement, je vais viser la balise body. Donc la balise body, c'est celle qui correspond à tout le document. Donc body, même chose, entre accolades. Alors, si je voulais par exemple changer la couleur du fond de ma page, si j'écris par exemple color black, que je voulais tout en noir, ça va pas vraiment marcher. Vous voyez, la page n'est pas passée en noir. Alors, l'attribut color fonctionne que sur du texte. Body, c'est plutôt un élément de structure. D'accord, un H1, on y met du texte à l'intérieur. Donc un H1, c'est pour ça que ça marche bien. Des LI, des éléments de liste. Dans nos éléments de liste, il va forcément y avoir du texte. Donc l'attribut color fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est une couleur d'arrière-plan, de fond. En d'autres termes, la balise, c'est background, l'attribut plutôt, background-color. Background pour fond et color, couleur de fond.
si j'actualise ma page, elle vire au noir. Alors je vais faire exprès de la mettre en noir cette page pour justement voir quelques trucs avec les couleurs. Premièrement, dans notre H1, puisque c'est le plus visible, on a mis Color Blue. Donc je vous ai dit que les couleurs avaient des mots, pour certaines couleurs les plus usuelles, on va dire. Maintenant, si vous voulez une couleur spécifique, il va falloir donner la valeur de cette couleur. Et une couleur, les valeurs plutôt sont au format hexadécimal. Soit ça va de 0 jusqu'à 9 et de A jusqu'à F. Donc 0,9 c'est pas compliqué, A c'est comme si c'était 10, B 11, C 12 et jusque F. D'accord? Tout simplement il faut retenir que A et F est plus grand que 9. Voilà. Et puis qu'après que F est forcément plus grand que A dans l'alphabet, ça c'est pas un problème. Alors après, il faut qu'on lui mette un petit caractère spécial qui va être le dièse. Donc ça, le dièse voulant dire qu'on va écrire un petit peu en hexadécimal par derrière. En plus de ce dièse, il va falloir exprimer la couleur maintenant. Donc on a vu que la couleur, chaque partie allait de 0 à F. D'accord? Et pour exprimer une couleur, on va avoir des blocs de 2 éléments. Par exemple, le premier ça va être rouge, donc R, R, puis ensuite ça va être la couleur verte, donc VV, et la couleur bleue, BB. Bon, bien sûr, ces trucs-là n'existent pas, d'accord? Je vous ai dit, c'était entre 0 et 9, A et F. Donc, en gros, là où il y a le R, si je dirais 0, 0, ça voudrait dire je ne veux pas de rouge. Si je disais par exemple ici FF, alors je veux que ce soit vert. Et puis si je disais 0, 0, je veux pas de bleu. Donc au final, le code va dire que ça sera de couleur verte. Si j'avais dit 0, 0, 0, 0, ce serait de couleur noire, si je me trompe pas. Et F, 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 F sera de couleur blanche. Après, c'est un petit peu comme en peinture. Vous pouvez mélanger les couleurs, bien entendu. Donc, par exemple, typiquement, pour faire du jaune, on mélange le vert et le bleu. Comment on mélange vert et bleu? On pourrait dire, par exemple, je veux plein de vert, je veux plein de bleu. Alors, pourquoi il y a à chaque fois 2 chiffres? En fait, c'est parce que les couleurs au format binaire, donc le format binaire c'est 01, 01, 01, 01, d'accord? Et que FF est codé sur 8 bits, si je me plante pas. Et que du coup, sur 8 bits, le nombre de combinaisons possibles de 0 et de 1 étant de 255. Donc en d'autres termes, écrire 0, 0, c'est vaut à 0, d'accord? Et écrire, voilà je le mets juste ici, FF, c'est égal à 255. Et entre les deux, c'est une variation. Par exemple, écrire 0, 9, ça serait égal à 8 ou 9. En fonction du 0. Etc. etc. En fait, il suffit d'additionner les deux éléments pour savoir où vous vous trouvez dans la brochette. Donc, après cette petite explication, vous verrez pourquoi je vous ai parlé de 0 et 255 après. Donc, premièrement, disons que notre H1, on le voudrait de couleur verte, comme j'ai dit. Donc, pour le rouge, je veux pas de couleur.
pour le vert, je veux plein de couleurs vertes, et pour le bleu, je veux pas de couleurs. Si j'enregistre ça et que j'actualise, j'ai bien mon vert. Maintenant, je vais jouer avec l'intensité du vert. Parce que vert, là, je l'ai défini, on va dire à fond. FF étant la couleur maximum de ce vert. Mais disons, je veux un vert plus tristoun et genre 5,5. J'enregistre et j'actualise. Et là, on voit le vert, il est beaucoup plus sombre. Donc, en fonction des paramètres que vous jouez avec les nombres, bah, plus vous êtes proche de 255 et plus vous avez la couleur, on va dire, très saturée, et plus vous êtes proche de 0 et plus vous aurez une couleur moins saturée. En d'autres termes, si je fais 0F, bah, je suis un petit peu au milieu, on va dire. Donc là, on voit que 0F est plutôt non, très sombre. Alors que si on inverse F0, on voit que c'est le contraire. Donc le premier élément va jouer beaucoup sur la luminance, la luminosité du vert. Si c'est F, alors ça veut dire que le vert sera très lumineux finalement. Or, si c'est 0, ça veut dire que le vert sera très sombre. Et le deuxième exprime un petit peu la teinte du vert. Donc, maintenant, si on veut faire du jaune, donc j'ai dit qu'on mélangerait du vert et du bleu. Donc là où il y avait 0 sur le bleu, je mets du FF partout. Donc là, je suis en train de dire, je veux pas de rouge, je veux du vert, je veux du bleu. Et si j'actualise, ouais, plutôt vert et bleu à donner cyan. C'est vrai, c'est pas les couleurs comme ça, c'est plutôt en mode vidéo. Donc pour avoir du jaune, si je me souviens, ça doit être rouge et vert. Donc j'enlève le bleu, je garde juste rouge et vert, et j'ai bien le jaune. Donc faut faire attention, c'est entre le... Comme vous savez, quand vous dessinez, vous avez trois couleurs primaires, le jaune, bleu et rouge, il me semble bien, en dessin. Puis avec ces trois couleurs, vous mélangez et puis vous avez toutes les couleurs que vous voulez. En vidéo, en principe vidéo, c'est le rouge, le vert et le bleu les couleurs primaires. Et c'est quand vous faites le mélange de ces couleurs, vous avez toutes les couleurs, comme votre télé. Et ici, comme on est sur un écran d'ordinateur, donc une télé, on peut se dire, bah c'est le mode vidéo, donc le mélange des couleurs, c'est le mélange des couleurs vidéo. Donc des fois, on peut se planter un petit peu. Si on aurait voulu du orange, donc du orange, ça va être du rouge avec un petit peu de vert. Donc disons le vert, si je le mettais par exemple à 55, on se rapproche des tons orangés. D'accord? Bon, là je pense que vous comprenez un petit peu maintenant le système de ce code couleur qu'on emploie. Et là vous comprenez que vous pouvez avoir toutes les couleurs que vous voulez. Il y a une autre façon de pouvoir donner une couleur. C'est ce qu'on appelle le mode RGB. Donc pour cela, on utilise RGB et entre parenthèses, on va définir un petit peu les gammes de couleurs. Donc là ici, ça va entre 0 et 255. Et ça se répète 3 fois. D'accord? Donc là, on joue plus avec les AF, ni les 0,9, mais bien comme ceci. Donc ici, par exemple, si je voudrais du vert, donc pour rouge, j'en veux pas,
Pour du vert, je veux 255, et pour du bleu, j'en veux pas. Je valide, j'actualise, et j'ai bien du vert. Même principe, si je voulais du bleu, j'enlève le vert, et je mets du bleu. J'actualise, et j'ai bien du bleu. Etc. etc. Vous mélangez du bleu et du rouge, et il y a des chances que ça va faire du violet, si je me trompe pas. Voilà, violet-rose, on va dire. Donc c'est le même principe que, en fait, comme j'avais fait avec le dièse et les valeurs hexadécimales, sauf que là c'est des valeurs numériques, comme on connaît, de 0 à 255. Sachant que les rangs c'est bien rouge, vert et bleu, ça change pas. Alors, il y a encore une autre façon de pouvoir donner la couleur. Cette fois-ci, c'est d'exprimer une couche alpha. Donc, une couche alpha, c'est simplement de rendre la couleur transparente. Jusque-là, on a pu définir n'importe quelle couleur, mais nos couleurs n'étaient pas transparentes. Pour ajouter la transparence, donc cette fois-ci, il faudra ajouter un élément ici, c'est le A. Dire qu'on va utiliser le RGB et le A pour exprimer l'alpha. Et comme l'alpha on le met à la fin, d'accord, donc à la fin, je vais exprimer ici, et cette fois-ci c'est entre 0 et 1, le niveau de transparence. Si je dis que l'élément est transparent à 0, imaginez que 0, 1 c'est 0 pour 0 et 1 c'est 100%. Donc quand vous dites 0, ça veut dire 0%. Donc que vous ne voulez pas d'alpha. Donc ça veut dire que ça ne sera pas transparent. Si maintenant vous dites 1, 1 voulant dire 100%. Donc ça sera entièrement transparent. Ce qui fait qu'on le verra même plus. Et entre deux, si vous dites par exemple 0,2, donc ça voudra dire 20%, donc vous aurez 20% de transparence. Ici on a notre fameux rose-violet, et ce rose-violet, je vais lui donner une transparence de moitié, donc 0,5. Et attention, c'est pas une virgule, puisque les virgules nous permettent de séparer les nombres. Donc il faudra bien dire que c'est un point, sinon il va croire qu'il y a 5 chiffres et du coup il y aura une erreur. Je reviens, et j'actualise. Et on voit, c'est pas que ma couleur a diminué, c'est que ma couleur est transparente par rapport au fond. Donc le noir qui se mélange avec mon rose, bah ça donne un rose plus sombre. Pour que ce soit plus clair, si je changeais la couleur de mon fond, donc ici pareil, quand je dis background color, je pourrais dire dièse et puis le format hexadécimal, je pourrais dire RGB ou RGBA. Il me semble qu'il y a le machin aussi TLS pour teinte, luminosité, saturation. Mais là, à vrai dire, je suis pas balèze là-dessus, donc je vous ferai voir un moment ou un autre. Mais c'est pas un truc que moi j'utilise beaucoup. Mais des photographes peuvent plus apprécier cette notation, je pense. Mais on verra par la suite dans la documentation comment faire cette notation. Je suppose que ça doit être TLS, mais je suis pas très sûr, donc pour ça je préfère pas vous dire de bêtises. Donc ici, imaginons que notre fond, au lieu d'être black, il soit, je sais pas, bleu par exemple, donc blue. Et j'actualise. Donc là on voit que le violet rose se mélange un petit peu avec le bleu, contrairement à celui qui est en dessous qui se mélange pas du tout. Donc ça donne un petit peu la transparence. Même mon fond, je peux lui appliquer une transparence. Donc imaginons que je veux une transparence RGBA. Donc je voulais qu'il soit bleu, alors pas de vert, c'est rouge, pas de vert, par contre du bleu j'en veux.
Et la transparence, j'en veux à 0.8. Donc ça veut dire que ça va être très transparent. Le bleu, il sera peu visible. Et ouais, finalement, il est encore assez visible. Mais on voit, bon, c'est pas très... Je ferai d'autres détails. Quand on va voir les blocs, vous verrez que les blocs, quand on va les mélanger, les superposer, on verra bien la différence des transparences. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Bon, en tout cas, vous comprenez un petit peu le système de couleurs qu'on emploie pour faire ce genre de choses. Alors, après l'attribut color, nous avons vu l'attribut font size qui permet de définir la taille d'un texte. Nous avons aussi l'attribut par exemple font family qui permet de définir la police. Donc c'est sous quel format d'écriture vous le voulez voir. Alors si je me souviens bien, normalement on peut écrire la police directement, par exemple Arial. Donc, je suis pas trop sûr si on doit mettre des guillemets ou pas. Donc j'enregistre ma police. Et si j'actualise, on voit que ça a changé un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. D'ailleurs, je vais enlever un petit peu le fond de mon body là. Voilà, ça ira mieux pour voir. Donc je sais pas si c'est très visible pour... Bah si, on peut bien le voir parce qu'on a de la chance. Je vais agrandir la page. En même temps, ça vous apprendra un autre truc sur la police. On voit que la police Arial... et je sais plus comment on dit ça en plus. Elle n'est pas lissée. Ça a un nom, mais j'ai perdu le nom. En d'autres termes, le plus simple que je pourrais vous dire, c'est que quand vous regardez par exemple le P, ici et ici, on voit que la police Arial, le P, il n'y a pas d'espèce de pied au fond. Comme le L par exemple, il n'y a pas une espèce de barre en haut, vous voyez? Donc ça c'est des polices stylées, aliasées comme on dit. Ça a un autre nom dans le terme de l'impression, mais je m'en souviens plus. Mais en d'autres termes, on voit bien que ce texte n'est plus dans la même police. Rien que par ça, on le voit déjà, quoi. Donc je vais remettre ça comme c'était. Donc on peut jouer sur plusieurs polices. Il faut faire attention avec les polices. Faut être sûr que le client, celui qui va consulter votre page web, ait bien la police dans son ordinateur. Sinon, il faut utiliser un autre truc spécial. C'est ce qu'on appelle les font face. C'est des polices qu'on va intégrer directement dans notre CSS. Comme ça, que le client il ait la police ou pas, bah comme c'est intégré, ça s'affichera comme on le désire. Sinon il peut y avoir des problèmes souvent entre Windows, Mac. Ils n'ont pas toujours les mêmes polices, donc des fois ça pouvait poser problème ce truc là. De toute façon pour les polices on y reviendra en temps venu pour ça. Alors nous avons aussi des propriétés pour aligner le texte. Donc ici c'est un H1 et j'aimerais bien que ce H1 soit centré. Comment je vais pouvoir lui dire ça? Donc sur mon H1, je vais lui ajouter un autre attribut qui s'appelle texte-aligner. Comme vous le devinez, ça permet d'aligner le texte. Et sur ce texte aligné, nous avons plusieurs valeurs. Donc c'est celle que vous connaissez quand vous utilisez par exemple Word. Vous pouvez l'aligner à gauche, vous pouvez le centrer, vous pouvez l'aligner à droite, et vous pouvez aussi le justifier, comme dans les journaux d'impression papier. Et bah là c'est pareil, donc suffit de connaître les mots anglais après. Pour gauche c'est left, pour centrer c'est center,
Pour le mettre à droite, c'est right. Et pour le justifier, c'est justify. Voilà. Donc si je veux le centrer, bah, je dis center. J'actualise et mon texte est bien centré. Si je voulais le mettre à droite, j'aurais dit right. Et là, il va se retrouver au bout. Donc je vais le laisser centrer. Alors il faut aussi prendre en considération, parce que des fois ça peut... comment dire? Ça peut vous poser problème. Des fois vous voulez centrer un texte, mais vous êtes dans un span. Ou dans un EM, tout bonnement. Et je vous avais parlé dans le HTML, il faut faire attention, il y a des balises dites inline et des balises dites block. Comment on repère les balises inline des blocs? Très simplement, une balise block provoque un retour à la ligne. Alors qu'une balise inline s'écrit dans du texte. Typiquement, quand je mets un texte en gras, je veux pas que le texte en plein milieu de ma phrase soit isolé sur une ligne tout seul. Hein? Donc ça serait une balise bloc, en fait, ça l'aurait déplacé. Donc ce qui est logique, c'est qu'on ait une balise en ligne, c'est-à-dire que notre phrase continue à être écrite et que notre texte en plein milieu soit en gras. Donc ça c'est une balise comme on a vu un petit peu strong, où la vraie balise serait B pour bold, d'accord? Côté style graphique, hein, là on n'est plus HTML, on est un peu plus graphique. Si je vous donne par exemple le consecteur ici, pour mettre en gras cette fois-ci, je dis bien mettre en gras et pas mettre sous forme d'importance, d'accord? C'est plus une définition du HTML5. Donc c'est la balise B. B pour bold. Et bold voulant dire gras. Donc on voit bien que mon consecteur est en gras. Et là je peux bien dire est en gras, d'accord? Je peux pas dire que consecteur est un mot plus important qu'un autre mot dans ma phrase. Donc on est bien conscient que la balise bold, là, que je viens d'écrire, est une balise dite en ligne, puisqu'elle n'a pas provoqué le retour du texte à la ligne. Donc le texte continue, comme si que, voilà. Donc c'est sur une même ligne, donc inline, en ligne. Et notre texte à ligne center, là, ne peut pas être placé sur ce genre de balise. Il faut bien être conscient qu'on ne peut pas centrer un texte en plein milieu d'un autre texte. Ça aurait vraiment aucun sens. Ce qu'on peut centrer ici, c'est tout l'élément ALI, par contre. Si on voudrait, tous nos ALI, on peut les centrer. D'ailleurs, comment on ferait ça? Nos ALI, pour l'instant, il y en a un qui a un ID Toto, l'autre qui a une classe spéciale. Mais moi, je voudrais centrer tous mes ALI. Je pourrais dire, chaque ALI, tu appliques un texte à ligne center. Mais tous mes ALI, ils sont dans quoi à la base? Dans un OL. Et mon OL, il est dans quoi lui? Un P. Et un P, c'est quoi comme type de balise? C'est une balise de type bloc. Chaque fois que j'écris un P, ça provoque des retours à la ligne, des espaces au-dessus et en dessous. Mon H1, c'est quoi comme balise? Une balise de type bloc. Il y a des espaces au-dessus, en dessous, on va dire. D'accord? À côté ici, si je mets un texte ici, il sera forcément en dessous de celui-ci. C'est ce que je veux bien vous faire comprendre. Même chose dans le P, si j'écris un texte ici, il sera vraiment en dessous, ici quoi on va dire, il sera bien, visuellement bien en dessous. Il y aura une ligne blanche entre les deux, on va dire. Il n'y a que les balises blocs qu'on peut appliquer l'attribut texte à ligne center. Donc il suffit que je dise quelque part ici, bah, mon P, je veux que ce P, puisque c'est une balise de type bloc, donc je peux lui dire texte à ligne
center. J'enregistre et j'actualise. J'ai dû faire une bêtise. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Mon P il est bon. Donc quand le résultat attendu n'est pas celui que l'on croit, dans ces cas-là, on doit tout simplement utiliser ce qu'on va appeler le débugage. Donc la petite ligne, c'était parce que voilà, j'avais mis la vidéo en pause, j'essayais de comprendre pourquoi, parce que logiquement ça aurait dû fonctionner. Pour vous faire voir que normalement ça aurait dû fonctionner, déjà dans un premier temps, dans ma page d'index, juste en dessous du P, je vais me recréer un autre P. Et dans ce P, je vais mettre un lorem, d'accord, du texte à hauteur de 100 mots pour qu'il soit assez grand. Donc ce qui me donne une autre balise P en dessous d'un P avec un texte. Et si j'enregistre, ma règle CSS n'a pas changé, ce qui veut dire que tous les P ont un texte align center. Et si j'actualise, je vois bien que le deuxième est centré. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de mots, mais on voit bien que la phrase est centrée. Il suffit que j'en enlève un petit peu. Disons, là c'était beaucoup, donc je vais en mettre moins de mots. P lorem 20. J'enregistre et j'actualise. On voit bien que la phrase du paragraphe est centrée. Par contre, on voit que celui du dessus n'est toujours pas centré, alors qu'il aurait dû faire comme celui du dessous, se centrer aussi. Donc, pour voir ce qui s'y passe un petit peu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert l'inspecteur d'éléments. En faisant un clic droit, on va avoir une sorte de console de débugage qui va nous permettre de voir un petit peu les éléments, comment ils se placent et pourquoi nos règles n'ont pas fonctionné. Donc en survolant les balises, vous avez vu que les balises s'imbriquent comme notre document. Dans le head, on a notre title et notre feuille de style, que si on clique, on peut la voir directement. Et dans body, donc on a notre fond, on a notre H1, et si on regarde le H1, quand je clique dessus, premièrement, ça le surligne en haut comme on le voit, mais ici, sur le côté, vous avez les règles de style, et notre H1, il a bien une couleur RGBA que l'on a définie, et qu'il a un texte align center. D'ailleurs, au passage, vous pouvez cocher ou décocher, vous voyez qu'en même temps, ça agit en direct. Bien entendu, quand vous faites ici, ça ne modifie à rien dans le fichier. Le fichier, rien ne change. C'est juste pour vous tester dans le navigateur, voir ce que ça fait. Et ici, on voit un truc étrange. On voit qu'il m'a créé un P avec rien dedans. Mon OL, il l'a complètement déplacé. Et il m'a recréé un P en dessous, vide. Et en dessous, il a recréé le P avec mon texte, comme on peut le voir. Donc on voit qu'on a un P vide et un P vide. Et tout le OL se trouve dans OL. Et ça, c'est pas ce que j'ai donné dans mon document. Si on regarde ma page d'index, normalement, tout le OLLI étant dans le P. Donc tout bonnement, ce que je peux faire, c'est que, vu que le OLLI là, apparemment ne se trouve pas dans un P, c'est pour ça qu'on a ce problème bizarre, c'est que, comme je vous dis, quand il y a un problème, Google essaye de s'arranger pour faire en sorte que le code passe quand même. Donc s'il a fait ça, c'est que parce qu'il voulait pas le OL dans le P. Donc c'est nous qui nous sommes trompés.
Dans ces cas-là, c'est pas très grave, je peux remplacer le P par un div. On a déjà vu ces balises. Et une balise div est équivalente à une balise P, c'est une balise en bloc. Je vais enregistrer mon div, et dans un premier temps, je vais actualiser ma page. Donc là, je vois bien que cette fois-ci, j'ai mon div, et dans mon div, j'ai bien mon OL. Puis en dessous, j'ai mon P. Donc forcément, maintenant, le div va pas se centrer, puisque c'est les P que je centre. Donc ce que je pourrais faire dans le CSS, c'est dupliquer ce code, faire un copier-coller, tout bonnement, puis remplacer le P par un div. Comme ça, je peux centrer mon paragraphe supplémentaire et mon div aussi, puisque c'est une balise bloc. Donc je peux appliquer l'attribut textAlignCenter. Et quand j'actualise, j'ai bien mon LI cette fois-ci qui se centre, donc là j'ai pas de problème. Par contre, le problème, c'est les chiffres bouts. Mes chiffres, eux, ne se sont pas mis à côté. Si on explore ce OL, donc on voit principalement notre div, qui a le textAlignCenter, que si je décoche, bah voilà, ça revient comme c'était. Ici, on a une définition de l'OL, mais qui a été définie par l'user agent. C'est quoi ce truc? Ce truc en fait c'est Google Chrome lui-même qui a défini que voilà, un OL serait représenté de cette façon pour Google Chrome. Il faut savoir que chaque navigateur a son propre user agent et que chacun d'eux là décide pas les mêmes réglages par défaut. D'où les problèmes qu'on rencontre quand on change de navigateur avec le CSS, que les choses ne se positionnent pas tout à fait pareil. Continuons notre exploration de notre OL jusqu'au LI, un des premiers LI. Qu'est-ce qu'on voit dans ce LI? Premièrement, l'id Toto, puis ensuite la balise LI. Si je remonte au-dessus, j'ai un truc de style par défaut. D'ailleurs, c'est quoi cet élément .style? C'est quand on met un style directement dans la balise. Par exemple, ici, je vais demander d'ajouter un attribut sur le LI. Du coup, il me laisse une case pour écrire un nouvel attribut. Par exemple, je vais l'appeler style, puisqu'il faut que je l'appelle style, celui-là, pour vous démontrer ce que je vais vous faire voir. Et je dirais, je sais pas, font size de 0.25 px. Et je valide par entrée. Donc on voit que sur le LI, le premier, la taille a été encore plus agrandie. Pourquoi elle a encore été plus agrandie? Justement ici on voit un petit peu l'histoire pardon, des poids. Sur Toto, donc lui, ce LI qui est l'id Toto, je lui avais dit, toi tu as un font size de 20 pixels. C'est ce qu'il avait au début, avant que je rajoute l'attribut de style. Dès que j'ai rajouté l'attribut de style ici, on voit que élément.style tout de suite a rayé celui-ci, le 20, pour mettre son 25. Si j'avais pas mis le font size, vous allez voir que le 20 automatiquement reprend effet. Et si j'avais pas mis le 20, il est comme les autres, par défaut. Donc on voit que quand on place un attribut de style ici, le poids est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve ici en tête de liste. Après je vous avais dit entre les balises et les idées. Pourquoi les idées sont plus forts? On le voit ici. Il est au-dessus de LI au final. Même si dans mon code j'aurais fait l'inverse. J'aurais dit par exemple LI, puis ensuite j'aurais défini Toto. Le navigateur, lui, l'aurait interprété de cette façon. Alors, là c'est pareil, j'ai encore le user agent qui me définit un LI. Et malheureusement, je vais pas pouvoir accéder à l'attribut ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, pour pas que le 1 nous dérange, déjà premièrement, on aurait pu choisir d'avoir un UL. Donc cette fois-ci, c'est plus une liste ordonnée, mais ça devient une liste à puce.
Mais le problème serait toujours là, même si on n'aurait plus les numéros, on aurait ces puces ici qui resteraient sur le côté. Pour ça, il y a un attribut CSS qui permet de dire que je ne veux pas le style de cette liste. En d'autres termes, ici, je devrais dire, pour mes LI, l'attribut liste style, vous voyez que c'est un beau mot parce qu'il est de couleur habituelle, et il est fixé à none. None pour dire aucun. Je veux aucun style sur la liste. C'est-à-dire j'aurais pas voulu les numéros si c'était ordonné, et je ne veux pas les puces, les espèces de ronds, si c'est une liste de type UL. Donc si j'actualise, on voit bien que ces éléments sont partis pour tous mes LI. Si j'aurais voulu viser des LI particuliers, vous savez comment on fait, hein, on met des ID, des machins, et puis... Mais là en général, c'est vous visez les LI, quoi, pour ça. Donc on a vu un petit peu ces choses-là. Alors ici au passage, P et div se répètent. Or on s'était dit, si ça se répète, ben on fait autrement. Tout simplement, qu'est-ce que je peux mettre partout? Une classe que je vais appeler, je sais pas, centre. Puisqu'elle fait un texte align center, son but c'est de centrer. Et puis ici, bah, div, je lui dis, bah, du coup, toi, tu as une classe qui va s'appeler centre. Et mon node P, pareil. Une classe qui va s'appeler centre. J'enregistre mon document, j'enregistre ma feuille de style, et je réactualise ma page. Au passage, pour l'instant, ça, je vais le fermer. Donc on voit qu'en actualisant, rien n'a changé. Tout est conservé comme je l'ai demandé. Et dans l'élément, si j'inspecte mon div, qu'est-ce que je vois? Le truc style qui serait mis sur une balise s'il y en avait un, et centre qui est au-dessus d'une balise. Donc centre est plus fort qu'une balise. Une classe, c'est-à-dire point centre, c'est une classe, c'est plus fort qu'une balise. Voilà, ça on verra plus tard. Bon, ici je l'ai pas. Lui. Donc pour savoir qui est le plus fort entre une classe et un identifiant, bah, il suffit tout simplement à l'id Toto, je vais lui ajouter la classe spéciale. J'enregistre et j'actualise. Et mon id Toto qui a la classe spéciale, d'accord, on voit qu'un identifiant est au-dessus d'une classe. Une classe est au-dessus d'une balise. Par contre, le style est au-dessus de tous. Si je dis pas de bêtises, quand on place un attribut de style sur une balise directement, elle a une valeur de 1000. C'est comme si qu'elle avait 1000 points. Quand on place un ID, un identifiant, c'est comme si qu'il avait une valeur de 100. Une classe aurait une valeur de 10 et un élément aurait une valeur de 1. C'est-à-dire une balise simple a une valeur de 1. Je vous parle de ces choses-là maintenant, c'est parce que par la suite vous verrez que c'est très important.
parce que ça peut vous amener à des confusions, surtout quand vos projets commencent à se développer, on va dire. Au début pas trop, mais plus vous commencez à créer des règles de style, et plus d'un seul coup cette notion de poids va vraiment à vous chambouler si vous ne l'avez pas bien acquise. Continuons un petit peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir explorer? Alors, dans un autre temps, j'aimerais bien pour l'instant voir un autre truc qui est Emmet. Vous vous rappelez le truc qui me permet de coder du HTML rapidement. Mais ce Emmet, il aime bien aussi le CSS. Comment il fonctionne avec le CSS? Visiblement c'est pareil, sauf que je vais enlever ce texte align center. Il n'existe plus. Et je voudrais le réécrire, mais à la mode Zen Coding, c'est-à-dire avec Emmet. Pour cela, il suffit de donner les premières lettres des mots. Donc si c'est un mot tout seul comme color, je dis c'est tout seul, d'accord, c'est color la première lettre. Et si c'est composé comme font size, je dirais FS. Par exemple pour le texte align, TA. Puis je fais mon fameux CTRL ALT entrée. Et vous voyez, ça m'a écrit texte align left. Ça c'est ce qui met par défaut left. Comment faire si quand je dis TA, je voudrais la valeur center? Eh ben, on fait comme ceci. TA, texte pour le T, A pour align, 2 points, puisque normalement on mettrait 2 points pour donner une valeur. Puis ensuite, je dis ce que je veux. C'est pour center. Si je fais CTRL ALT entrée, j'ai bien mon texte align center. Par contre, je sais pas si ça crée les balises de base. On va essayer. Imaginons, je veux un body, donc je vais lui dire body, CTRL ALT entrée, et il m'écrit border. Bon. Donc je pense pas que pour faire la structure comme là, LI, les trucs qui s'ouvrent, il le fait pas ça, je pense pas. Par contre, le reste il le fait. C'est-à-dire à l'intérieur, tous les attributs que vous définissez, il peut le faire. Pour le color RGBA là, genre, imaginons que sur mon LI je lui mets un color RGBA. Bon color CC, 2 points, la valeur RGBA, disons 0050, puisque c'est du RGBA, donc 0.6 par exemple, et je fais CTRL ALT entrée. Donc là il n'a pas voulu. Je pensais que ça marcherait, mais non, là ça marche pas. Si je laisse juste RGBA, voilà, ça marche. Après c'est à moi de remplir les valeurs. Donc il y a certaines choses vous pourrez le faire directement, d'autres vous pourrez pas. Donc le RGBA, on voit qu'on peut pas le faire, parce que c'est à cause des parenthèses, hein. C'est les parenthèses certainement qui le dérangent. Mais si j'avais mis ça au format par exemple color B pour blue, alors là il peut se tromper, il pourrait choisir blue, black. Donc qu'est-ce qu'il met par défaut? Par défaut il croit que c'est clear, bof. Donc je pourrais lui préciser color B, donc CO, pour lui donner un peu plus d'indications. Même chose, on voit qu'il ne comprend pas. Donc il y a des moments, voilà, c'est un petit peu plus galère au niveau CSS et Emmet. Autant il y a des choses, des fois c'est plus simple. Si je fais C, et puis que je commence à définir la couleur type hexadécimal, 0, 0, FF, 0, 0, CTRL ALT entrée, et là il comprend. Alors, pourquoi là il m'a fait ça? Je lui ai dit 0, 0, FF, 0, 0.
Et lui, il a modifié la chose. Et il a modifié cette chose, donc en fait, on a pour les couleurs, sous cette forme-là, on va dire, hexadécimale, on peut l'écrire comme ça, en réduit. Bien sûr, ça marche que si les deux chiffres sont identiques. Imaginons, j'aurais fait... on va le refaire. Color, 2 points, dièse, premier cas où les nombres ne sont pas pareils. F, 3, 5, 6, 7, 8. Par exemple. Donc là, il va pas changer ma valeur. D'accord? Parce que les chiffres n'étaient pas pareils. Par contre, si j'avais par exemple FF 8, 8, 9, 9, ben il va réduire ça à F, 8, 9. Parce que pour lui, c'est pareil. Et visuellement, hein, si vous le testez dans votre navigateur, c'est vraiment pareil. Il n'y a pas de changement en fait. Hop là. Par contre, s'il y avait une moindre différence, imaginons FF 8, 6, 9, 9, là il réduira pas le code, parce que ça voudrait rien dire s'il réduisait. Donc il va le laisser en entier. Pour vraiment que ça marche, faut que les deux chiffres partout soient pareils. Et quand je dis partout, c'est sur toute la ligne, comme ça. Donc pareil, si je mets que des F, hein, il va pas le réduire à un seul F. Il va mettre 3 F, parce que c'est le minimum à cause des couleurs rouge, vert, bleu. Donc si je fais F, 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 6 fois, et que je lui demande vas-y, il va me mettre 3 F. Par contre, je peux peut-être lui dire en abrégé, c'est-à-dire, vu que je veux 3 F que des F partout, je lui donne un seul F, et puis il devrait peut-être me remplir les autres F lui. Voilà, il a compris qu'il fallait faire ça. Si je mettais un 9, ben il me mettrait que des 9. Ouais. Et je peux lui dire aussi, sous cette même forme, hein, on va dire, si par exemple je voulais dire 5, 5, 8, 8, 9, 9, d'accord, bah, je pourrais lui dire en forme abrégée 5, 8, 9. Ce qui m'évite d'écrire tout complet, puisque si j'écris 5, 5, 8, 8, 9, 9, de toute façon, lui va me le réécrire en 5, 8, 9. Donc, autant que je l'écrive directement en 5, 8, 9. Donc ça, c'était la petite partie mmet. Bon, c'est vrai que dans le CSS, mmet, je vais pas énormément l'utiliser. Je l'utiliserai de temps en temps, mais c'est vraiment de temps en temps. Je l'utilise beaucoup pour le HTML, autant que pour le CSS, je l'utilise que très peu. Mais bon, le CSS, après on va voir d'autres choses qui vont faire que bah, ça sera un peu plus simple. Pour l'instant, ça va vous paraître compliqué, c'est normal. Je continue. Donc, je voulais parler de la couleur TLS, teinte, luminosité, saturation. Comment on peut savoir ces choses-là? Bah, par exemple, j'ai mon inspecteur, ça tombe bien. Donc mon inspecteur, là il me parle d'une couleur. Donc ici la couleur, je peux la définir avec red, ou comme on a vu, bah, vu que c'est du rouge, F00, ça revient au même de ce qu'on vient de voir il y a 2 secondes, hein, d'accord, j'aurais pu écrire FF0000, et je peux le dire en abrégé, ça change pas grand chose. Ou je peux lui écrire en RGB, 255 parce que je veux du rouge, je veux pas de vert, je veux pas de bleu. Et il comprend que c'est du rouge. Vous voyez qu'on peut faire les tests directement en live. Donc pour connaître les autres couleurs, il y a la petite roue là, les settings. Et ici il nous parle, voilà, pour le teinte, luminosité, saturation, c'est HSL. Et ça se définit apparemment comme ça. On a un chiffre qui... 300 là, je comprends pas pourquoi il met 300.
Puis là on a des pourcentages. Donc U c'est la couleur en fait. S c'est la saturation. Et L c'est la luminosité. Donc là il y a 90% de luminosité, 80% de saturation et une teinte qui va toucher dans les 300. Donc c'est pour ça c'est pas évident ici, il faut... Là en gros vous mélangez pas les couleurs, vous voyez c'est pas comme ici où on fait un mix entre les couleurs. Ici c'est plutôt une gamme de couleurs qu'on va plus ou moins éclaircir. D'accord, soit on l'éclaircit, soit on l'assombrit, ou on lui donne plus ou moins de luminosité, bah, ça revient à la même chose. La saturation, c'est plus la couleur elle est claire, ou plus la couleur elle est terne, proche du gris. Comme on faisait sur les écrans avant télévision, quand on désaturait à fond, on avait du noir et blanc quoi. Donc bah voilà, c'est un petit peu ça. Donc si on veut tester ça, bah c'est assez simple, hein. On tape HSL, vous voyez le hexa on met dièse et le code couleur, RGB bah on met ça entre les parenthèses, HSL, même chose. Donc si je teste dans mon fichier, je vais prendre mon H1, bon, allez je vais en prendre un autre mais spécial, couleur green, on va changer, on va mettre ça en HSL. Et puis bon, on va faire comme on a vu sur le machin Google. Donc il disait 300, 80% et 90%. Bon, on va voir ce que ça fait ça, si j'oublie pas la virgule entre les deux. Et là, ce que je change spécial, hein, c'est mes deux classes là. D'ailleurs, mon LI, je vais enlever la classe spéciale. Hein. C'était juste pour vous faire voir les importances à les poids des attributs. Donc bah, on voit que c'est proche du rose finalement. C'est un petit peu ce que la couleur a produit. Sur les spéciales, voilà ce que ça donne HSL. Donc après vous pouvez faire joujou avec la petite... soit vous cliquez ici et vous jouez avec les valeurs, d'accord, ou soit vous cliquez sur la petite case et là vous avez tout le truc de couleur. Donc là on a le A pour l'alpha. Donc là l'alpha il est à fond, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transparence. Là je peux me déplacer, vous voyez que le 300 il bouge pas. Donc ici, quand je me déplace ici, je vais jouer avec la luminosité et la saturation. Vous voyez que là en bas, le tout dernier chiffre, là 3,2,0%. D'accord. Si je monte, c'est le dernier chiffre qui monte beaucoup. Et là si je me déplace, c'est la couleur donc qui va plus se déplacer. Par contre le 300 là, c'est ici en fait. Faut que je me déplace ici pour que le fameux 300 change. Vous voyez que là c'est les couleurs uniquement qui changent et plus la luminosité ni la saturation. Et si je voulais en plus jouer avec l'alpha, bah, je rajoute l'alpha. Un niveau de transparence. Et du coup ça fera HSLA. Comme pour le RGBA. Vous voyez, c'est une autre façon de faire joujou avec les couleurs, quoi, hein, tout bonnement. Et on peut passer d'une unité à l'autre dans Chrome, hein, en faisant par exemple RGBA. À chaque fois je me plante. RGB. A ou sans A, de toute façon c'est pas très grave. Il va nous le proposer. Hop. Donc maintenant vous voyez c'est du RGB. Je peux jouer avec les valeurs comme on avait fait voir. Mais maintenant si je reclique là-dessus, bah en bas je suis en mode RGB. Et ici si je me déplace, on voit que c'est tous les chiffres qui bougent. D'accord? Bien sûr, si je me déplace aussi ici, ça va bouger. Hein. C'est logique. C'est le mix des couleurs comme on a vu. Quoi. Donc c'est une autre façon de voir les couleurs. Avec l'alpha, bien sûr, je peux rajouter l'alpha quand je veux. Et c'est à peu près le même principe que quand je fais dièse. Et puis, je sais pas, F00. Donc je me retrouve avec ça. Si je reclique dessus, j'ai une valeur hexadécimale cette fois-ci. Et même chose, je me déplace sur les couleurs et je récupère le code hexadécimal à la fin. Sauf si que là je change, si je mets de l'alpha,
donc ça sera plus de l'hexadécimal, mais je vais passer automatiquement RGBA. D'accord? Voilà, je pense qu'on a fait le bon tour des couleurs, des poids des balises et plutôt le poids des attributs au niveau CSS. Qu'est-ce qui est le plus important, le moins important? Le fameux text align center, sur quoi on peut le mettre principalement. Les LI, comment leur enlever leur style, c'est-à-dire leur numéro ou leur puce. Il y en a un autre aussi d'équivalent que vous pouvez des fois utiliser. Imaginons, voilà, mon concepture là ici, j'ai envie de l'entourer d'un A. Donc A, href, il va pointer sur rien du tout, c'est pour ça que je mets le dièse. Et je ferme mon A. Donc un A est une balise en ligne, donc ça ne provoque aucun retour sur mon texte, sauf que je vais fermer l'inspecteur. Si j'actualise, mon texte est en noir. Et lui, il me le met en bleu. Mais j'ai jamais dit quelque part que je voulais un lien en bleu. Ni que je voulais que ce lien soit souligné. Donc ça, c'est à moi de le redéfinir parce que c'est le navigateur qui fait ça par défaut. Typiquement, les A, donc je prends les A. Donc si vous voulez changer la couleur d'un A, bon ça on l'a vu, hein, color, et puis imaginons qu'on met tous nos A dans un rouge. Et que j'enregistre bien ça. Donc mon A maintenant, tous mes liens vont être de couleur rouge. Et si en plus mes liens je voudrais qu'ils ne soient pas soulignés, alors là c'est un truc spécial. C'est que je me dise pas de bêtises. Normalement il me semble que ça doit être texte tiré. Hop là, ça écrit pas. Ouais, je vais l'écrire en format abrégé, TD, Text Decoration. Et typiquement, on le met sur None comme liste style. Text Decoration, ça parle un peu de lui-même. La décoration du texte, on n'en veut pas. En d'autres termes, ça va supprimer le souligné. Voilà. Votre A est toujours cliquable. Vous voyez que la main, elle change. Par contre, il est plus souligné, puis il est de la couleur que vous avez choisie. Donc voilà, ça fait une petite heure, donc on va couper la vidéo, puis en reprendre une autre par la suite. Donc dans l'autre vidéo, la prochaine, bon bien sûr c'est comme le HTML, hein, des attributs on va en apprendre tout au long de la vidéo. Et pour ceux qui sont pressés, ils peuvent toujours consulter la W3 School et s'amuser avec des attributs. Hein. Là vous avez les propriétés CSS. Si on va refaire un petit tour dans les couleurs, donc je me place sur Color. Et là il me dit, je peux écrire Color Red par exemple, ou Color de cette façon, ou Color RGB. Donc là c'est des exemples. En dessous, vous voyez quel navigateur peut le supporter. Donc ça c'est important quand on travaille le CSS, faut faire attention, faut pas croire que voilà, une propriété fonctionne pareil partout, c'est faux. Faut faire vraiment attention entre les navigateurs. Et il en dit pas plus. Donc là on va regarder sur Play It, ce qu'il nous propose. Et voilà, là il nous propose un petit peu tous les types de couleurs. Donc avec des mots formés, avec la notation hexadécimale, avec le mode RGB, qu'on voit le code en dessous au passage, et le mode transparent. D'ailleurs vous voyez que il y a un attribut transparent qui existe spécifique pour dire que c'est transparent, comme vous pouvez le voir. Bon après c'est vrai qu'il n'y a pas eu tout là,
hein, on n'a pas vu le HSL ni le RGBA. Mais bon, vous avez vu qu'ils existent quand même. Ça, on l'a découvert un petit peu avec Google, avec son inspecteur d'éléments et ses propriétés à lui quand on se met quelque part et qu'on peut faire joujou avec, quoi. Après, il y en avait d'autres qu'on a vu, hein. Par exemple le texte à ligne, par exemple. Donc ici on a le texte top, texte transform, vertical à ligne. Vous voyez qu'il y a plusieurs propriétés pour texte. Donc là visiblement il met... Ah voilà, faut que je clique dessus pour les voir. Donc nous on a vu pour l'instant le texte à ligne, le text decoration. Si d'ailleurs vous voulez savoir c'est quoi le text decoration, ben voilà ce qu'on peut faire. On peut dire overline, line through, underline. Underline ça veut dire souligner. D'ailleurs on les voit ici, hein, les choses. Le none qu'on a défini. Donc pareil, si vous n'êtes pas fort comme moi en anglais, hop, petit coup de Google Traduction. Logiquement ça aurait dû fonctionner. Mais bon. Allez. Donc là visiblement il ne veut pas fonctionner. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a deux solutions. On peut soit copier l'URL, puis aller dans le Google Translate, coller l'URL et lui demander de le traduire. Ça n'a pas vraiment... Ouais d'accord, il doit être en HTTPS apparemment. Hop, on clique sur ça. Ça va pas marcher. Autrement, on copie le texte qui nous pose problème si on n'arrive pas à bien le décrypter. Même chose, traduction. Et ici, au lieu de traduire la page, on laisse là. Donc on voit que none, et c'est souligné en même temps à côté. Définit un texte, machin chose. Si on veut se repérer, on peut par exemple voilà, faire ça, comme ça on peut bien se repérer dans les éléments traduits. Et puis ça vous donne plus d'idées sur ce que l'attribut peut faire. Après, la meilleure chose à faire, c'est vous prenez l'attribut et vous le mettez dans un style, hein. Vous prenez le machin, vous le copiez, vous le collez, vous le foutez là par exemple. Imaginons qu'on veut voir c'est quoi l'info. Hop, je prends l'attribut. Ça se met sur un text decoration, hein, c'est ce qu'on était en train de voir. Donc je le mets dessus. Puis j'actualise ma simple page et ça fait que ça raye le texte. Voilà, c'est pour savoir des fois plus simple c'est de le faire, comme ça on le voit tout de suite. Donc ça c'est des petites astuces qui peuvent vous servir au fur et à mesure de votre apprentissage. Donc souvent quand ça se traduit pas c'est parce que le truc doit être en HTTPS. Pour le moment je vois pas en HTTPS mais bref. Je vais pas m'étaler là-dessus. Bon, sur ce je vous dis à la prochaine vidéo où nous verrons un peu plus comment dessiner des carrés sur notre page, les colorier et les positionner à des endroits précis sur notre page. Voilà, c'est ce qu'on verra dans la prochaine. Allez, je vous dis ciao, bye bye.